Bonjour à tous et bienvenue sur ce Study Live étudié au Canada et nous allons maintenant vous parler de l'année de césure au Canada. Pour nous aider et pour partager son expertise sur le sujet, nous avons avec nous Marie-Laurence Perrichon qui est directrice de l'ISPA. Alors bonjour Marie-Laurence. Bonjour, bonjour Emmanuel, bonjour à tous. On va peut-être même dire bonsoir parce que là, on est déjà en fin de journée. Je suis C'est contente vrai. d'être avec vous. Alors, vous êtes directrice de l'ISPA depuis 1995 et en fait, l'ISPA, c'est un organisme qui donc organise des séjours d'études et d'échanges linguistiques à l'étranger, donc plein de pays, dont le Canada. C'est bien ça. Et quand vous mentionnez 1995, je refais chaque fois le calcul parce que je me dis c'est pas possible, mais c'est passionnant. C'est passionnant. J'ai moi-même eu la chance de vivre cette expérience et d'aider autant que je peux tous les jeunes volontaires et courageux qui ont envie de vivre à l'étranger et c'est une belle mission. Alors, vu qu'on va parler de l'année de césure, on va peut-être déjà expliquer aux gens qui nous suivent ce que c'est qu'une année de césure, à quoi ça peut servir, quel est l'avantage de faire une année de césure. L'année de césure, c'est prendre un moment dans son parcours d'études, c'est souvent une année, prendre un moment pour soi et se dire, je vais ajouter à mon cursus régulier et traditionnel, je vais ajouter une expérience qui va me permettre de sortir du lot, qui va me permettre d'avoir des acquis, des connaissances que je ne peux pas avoir si je reste dans un programme régulier et traditionnel. Et donc, pour cette raison, très souvent, quand les jeunes envisagent une année de césure, on pense à faire un séjour à l'étranger. Et donc, l'année de césure peut se faire soit pendant les années de lycée, à partir de, par exemple, la fin de la seconde, fin de première aussi, mais ça peut se faire, et dans la majorité des cas, on le fait juste après une terminale et avant de commencer ses études supérieures. Et puis, bien sûr, on peut toujours envisager une année de césure pendant toutes ses études, après un bac plus 1, après un bac plus 2, bac plus 3, bac plus 5. Donc l'année de césure, c'est le fait de prendre un break. Et lorsque on décide de faire une année de césure plutôt jeune dans son parcours, soit on est lycéen et soit on est fraîchement diplômé du bac, eh bien ce qui est super, c'est que Parcoursup maintenant permet de demander une année de césure. C'est donc devenu un droit national puisque l'ancien système ne le permettait pas aussi facilement. Donc, dans Parcoursup, on peut demander une année de césure. Et Emmanuel, depuis que Parcoursup a été mis en place, je n'ai pas eu d'élève qui ait eu l'année de césure refusée. L'année de césure doit apporter une valeur ajoutée pour les études que l'on va faire au retour en France. Donc, un séjour à l'étranger, ne serait-ce que pour l'anglais, par exemple, s'ils partent au Canada, parce que c'est le sujet de ce soir, bah, l'idée, c'est de revenir bilingue, mais pas uniquement, avec plein d'autres compétences. Et en fait, du coup, l'avantage de l'année de césure, c'est de garder son statut d'étudiant finalement et de garder sa place d'étudiant. C'est ça le rêve. Ce qui est super, c'est que quand on fait ses choix dans Parcoursup et que notre année de césure est acceptée, eh bien l'école que l'on a choisie et pour laquelle on a accepté l'offre va nous garder notre place pour notre retour. Et on a une année pour voyager, donc si on part dans le cadre d'une césure au Canada, revenir parfaitement bilingue et avec une année de plus, une année de maturité. Un séjour à l'étranger, ça n'apporte pas que la langue. C'est aussi une incroyable expérience qui nous permet d'apprendre beaucoup sur nous, sur notre culture aussi, mais beaucoup sur nous. Et du coup, parmi tous les pays que l'ISPA propose, pourquoi faire le choix du Canada? Qu'est-ce que le Canada a de plus qui attire les étudiants français? Alors, j'imagine que chaque étudiant va avoir son propre critère de sélection. Peut-être certains y sont allés en vacances, certains y ont de la famille, peut-être d'autres pensent éventuellement peut-être plus tard y faire sa vie. Moi, ce que j'aime au Canada, parce que j'ai la chance d'y être allée, c'est que c'est un pays magnifique. Et les Canadiens sont formidables. Et c'est une Française qui parle, hein.
mais qu'est-ce qu'ils sont gentils, agréables. C'est un beau, très, très beau pays. Et le système d'éducation est également formidable. Alors, j'ai eu une conversation là il y a quelques jours avec un de mes correspondants qui est de la province de Nouvelle-Écosse et qui me disait que dans le rapport PISA, donc qui est qui permet, en fait, c'est un rapport qui permet d'évaluer les compétences des élèves et leurs connaissances dans plusieurs pays. Et ben, le Canada arrive dans les premiers pays anglophones. Donc, c'est pour dire le niveau d'éducation. Donc, je comprends qu'on choisisse le Canada pour y faire une année de césure. Et alors, pendant l'année de césure, donc j'imagine que l'ISPA s'occupe de l'organisation finalement du séjour. Quel est l'accompagnement que vous proposez aux personnes qui veulent se lancer en fait dans cette aventure? Alors, on a différents types de séjours. Et effectivement, ISPA, nous, on a des séjours qui sont déjà tout faits. Donc, à la différence d'un jeune qui va devoir organiser tout seul son inscription, son logement, sa vie sociale, eh bien, ISPA, on va faire des groupes. Alors après, on a différents types de séjours, bien sûr. Donc, l'accompagnement va être adapté au type de séjour. Par exemple, on fait voyager des très jeunes à partir de 14 ans sur une année de césure en lycée. On peut partir à la fin de la troisième, fin de la seconde, fin de la première, passer un an dans un lycée au Canada. Et là, dans ce cadre-là, eh bien, les jeunes sont accueillis par nos lycées, donc partenaires. Les familles d'accueil sont rémunérées au Canada et donc on a des équipes locales qui s'occupent de la sélection des familles, du suivi des séjours. Quand on part en terminale, eh bien, en terminale, on peut avoir le choix soit de faire des études supérieures au Canada, soit de refaire une terminale. Alors, ça peut paraître surprenant ce choix-là. On a certains qui le font parce qu'il faut savoir que quand on a eu son bac en France, il y a une des provinces du Canada, c'est la province de Nouvelle-Écosse, donc c'est une province anglophone, hein, eh bien, qui permet de faire une terminale au Canada et en un an, d'obtenir son bac canadien avec la cérémonie de remise des diplômes, le bel habit, tout comme dans les films. Donc ça, c'est très sympa de savoir qu'on l'organise aussi. Et puis pour ceux qui feront des études supérieures, on a un programme de certificate. Alors le certificate, ce sont des programmes diplômants, mais sur courte durée. À la différence d'un élève qui va choisir d'aller dans une university pour faire des études de plusieurs années, sur le Canada, le certificate va être impeccable pour une année de césure parce que ce sont des diplômes que l'on obtient sur quelques mois et on a la possibilité d'avoir ensuite une expérience professionnelle. Donc, un élève qui reste sur une année peut combiner des cours de certificate et une expérience professionnelle. Et ce qui est sympa avec les cours de certificate, c'est que comme on n'est pas en séjour linguistique, on est un vrai étudiant, on a la possibilité de travailler, en plus de nos cours, travailler jusqu'à 20 heures par semaine, ça fait de l'argent de poche. Ensuite, on a le séjour linguistique classique. Donc là, en fait, on accompagne les élèves pour toutes les inscriptions, les démarches pour le visa, le logement, hein, toujours dans tous les cas, hein, même pour ceux qui vont en certificate, c'est soit des logements en résidence étudiante, soit en famille d'accueil. Et puis, bien sûr, on fait tout le suivi des séjours. Quand on fait un séjour linguistique, à la différence d'un certificate, le séjour linguistique, c'est très, très flexible. L'élève choisit le moment où il arrive au Canada, alors qu'un certificate, par exemple, je veux faire un certificate en digital marketing, eh bien, si mon certificate commence à une date précise au mois de septembre, se termine peut-être au mois d'avril, au mois de mai ou peut-être au mois de mars, eh bien, ça va être vraiment des dates qu'on va d'ailleurs étudier ensemble, hein. Ça fait partie du processus de renseignement. Les élèves nous contactent, on voit tout ce qui est possible. Quand ils font du séjour linguistique, c'est hyper souple. Ils choisissent la date de voyage, la durée du séjour, le nombre d'heures d'anglais. Ils choisissent les options aussi, parce que quand on fait le séjour linguistique, c'est vraiment que des cours d'anglais. À la différence des certificates qui peuvent être en marketing, donc on a dit digital marketing aussi, social media, donc il y a plusieurs hospitality pour ceux qui veulent faire de l'hôtellerie. Quand on fait du séjour linguistique, ce sont que des cours d'anglais, mais il y a plein d'options. Cinéma, il y a même yoga.
Donc, on peut toujours apprendre l'anglais, mais avec la possibilité soit de passer un test d'anglais aussi, IELTS ou Cambridge, donc d'avoir des options. Donc, si un jeune a envie de partir une année, il y a de quoi faire. Et petite parenthèse, dernière chose, je sais, Emmanuel, que vous avez sûrement Dites-moi, plein de dites-moi. questions pour moi, je parle trop, Non, mais j'ai non, envie de dites-moi. leur donner plein d'infos. Ce qui est sympa aussi de faire au Canada, c'est du bénévolat. Oui, Parce j'ai que vu effectivement que vous aviez des programmes de bénévolat. Donc, en quoi ça consiste, ces programmes? Alors c'est beau, alors c'est court, c'est l'été, c'est court, donc ce serait peut-être voilà un été après une césure ou peut-être on se dit bon ben on va partir l'été, mais je veux quand même en parler parce que le Canada a des lacs magnifiques, des forêts merveilleuses et donc on a des programmes de bénévolat sur quelques semaines pour justement par exemple la protection des animaux sauvages. Donc c'est vraiment quelques semaines hein, dans un parc logé dans un lodge avec d'autres étudiants. Donc voilà, je voulais en parler parce que je trouve que c'est aussi une idée sympathique. Donc, effectivement, il y a plusieurs formules. Donc, je pense qu'il y en a pour tous les goûts. Et donc, en fait, quand on part, est-ce qu'il y a des prérequis, des choses que vous demandez en avance? Et est-ce qu'il y a des documents à fournir pour pouvoir partir avec l'ISPA? Oui, les prérequis sont très différents suivant le type de séjour que l'on fait. Si on fait un programme en lycée, par exemple, je suis en terminale, j'ai un bon niveau d'anglais, je peux tout envisager. Je suis en terminale, j'ai un niveau d'anglais qui est peut-être pas super super et justement je pars pour ça d'ailleurs dans l'objectif de devenir bilingue. Eh bien, il faut savoir que si je vais dans un lycée, il n'y a pas de niveau d'anglais minimum. Beaucoup de lycées canadiens ont des cours de soutien pour les non-natifs anglophones. Donc finalement, il n'y aurait pas de prérequis à l'anglais. Par contre, quand on part dans un programme de lycée, ce qu'on demande à l'élève, c'est de vouloir s'impliquer dans la vie de son lycée. Chose qu'on ne demande pas à un bac+2, bac+3. On n'a pas forcément besoin qu'il s'intègre à son université ou à son école de langue s'il est en certificate. Mais par contre, les lycéens, c'est très important parce que les journées s'arrêtent assez tôt. L'après-midi, il y a les sports, les clubs. Et donc, finalement, ce qui fait la richesse d'un séjour pour un jeune qui veut refaire une terminale, ben, ça va être aussi toute la vie sociale. Donc, pour nous, c'est un critère de sélection qui est important. Et le sérieux. Voilà, le sérieux, un jeune sur qui on peut compter, mais généralement, les parents qui laissent partir leurs élèves à 17 ou 18 ans à l'étranger, généralement, c'est parce que ce sont des jeunes voilà, qui comprennent qu'il y aura des règles à respecter de sécurité, etc. Si on part en certificat, donc les programmes dont je vous parlais tout à l'heure, ça, ce sont des programmes qui vont nous donner un diplôme sur quelques mois. Alors, ce sera spécialisé, comme je l'ai dit, commerce ou ça peut être Marketing, hospitality, donc hôtellerie, par exemple. Eh bien, pour ces séjours-là, suivant le certificat que l'on choisit, il y aura un prérequis en anglais. OK. Donc, il y a une possibilité d'être évalué, de vérifier que le niveau d'anglais qui est demandé, l'élève a le niveau d'anglais minimum. Et ça, on leur fait passer le test même avant de choisir le certificate. D'accord. Dès le début du projet, c'est l'anglais. Le bac Oui. sera nécessaire. Quand on part au Canada et quand on fait sa demande de visa, eh bien, il y a toute une série de documents en fait qui est demandé par les ambassades, le consulat. Et donc nous, en fait, on guide les élèves pour l'ensemble des documents qui sont à fournir. S'ils sont mineurs, eh bien, il faut qu'il y ait un gardien, donc on leur fournit les documents. Finalement, on encadre tout ça. Lorsqu'on envisage des études, il faut aussi donner des documents de garantie financière. Quand ils partent au lycée, ce sont les parents qui le donnent. Quand ils partent dans des études supérieures, que ce soit en séjour linguistique ou en certificate, eh bien, ça peut être, par exemple, un prêt étudiant ou un soutien des parents. Mais en tout cas, rien d'impossible. Et si un élève est motivé, il peut le faire. C'est bon à savoir. Je sais que les personnes qui nous regardent sont très motivées. Donc, du coup, parmi tous ces papiers qu'on a donnés, tout ça, est-ce que vous savez à peu près nous dire combien de temps ça prend pour se préparer
pour un séjour? Oui, oui. Un élève qui fait sa demande de permis d'études, on va dire, dans les 5 mois qui précèdent son départ, c'est encore jouable. Après, c'est toujours un peu serré. Il y a eu des années où l'ambassade délivrait les visas plus rapidement que d'autres. Après, tout dépend aussi de ce qu'ils mettent en place. Mais en tout cas, généralement, ça va assez vite. Ce qu'il faut savoir quand on fait une demande de visa au Canada, c'est qu'il faut bien pointer d'avoir tous les documents demandés. S'il en manque un, il faut refaire. D'où D'accord. l'intérêt justement de voilà, je pense le fait de partir avec un organisme, parce que c'est pas du tout obligatoire de partir avec un organisme, mais partir avec un organisme, c'est aussi être tenu par la main pour toutes ces démarches-là, où on a l'habitude, où on les guide, où on leur dit attention, tel document mieux que celui-là. Voilà aussi une partie de notre mission. Et comment font les étudiants pour se loger sur place? Est-ce que, donc, vous avez évoqué tout à l'heure des familles d'accueil. Est-ce que c'est valable pour toutes les formules ou est-ce que ça va plus être sur les formules lycée, j'imagine? Comment ça se passe le logement sur place pour les étudiants? On a toujours, quasiment sur tous les types de séjours, la possibilité d'avoir une famille d'accueil, mais ce ne sont pas les mêmes types de familles. Oui, ok. Quand on est en lycée, les familles d'accueil doivent considérer le jeune qu'ils accueillent comme un membre de la famille. Ça, c'est le programme qui pourrait convenir à un élève de terminale, par exemple, ou même avant la terminale, et qui souhaite vivre le Canada. Voilà, vraiment avec la famille d'accueil traditionnelle. Quand on est étudiant et quand on fait un programme d'études supérieures, donc soit un programme de certificate, donc professionnalisant, soit un séjour linguistique, on aura la possibilité d'être soit en famille d'accueil, soit dans une résidence étudiante. Et on va leur proposer les deux types de séjours et on va l'organiser pour eux. Et il faut savoir que quand on est en famille d'accueil et qu'on est étudiant, on loue une chambre dans une famille. C'est un peu différent du programme de lycée. C'est très bien aussi, mais il y a plus d'autonomie pour quelqu'un qui fait des études supérieures, alors qu'un programme de lycée, bah forcément, si on est, je sais pas, on est cheerleader, par exemple, on est pom-pom girl dans son lycée, on va finir tard parce qu'il y a un match et il faut qu'on soit là, ben, il faut prévenir la famille d'accueil, demander de venir nous chercher un petit peu plus tard. Donc, voilà, il faut savoir que vis-à-vis du logement, les attentes des personnes qui nous accueillent sont pas tout à fait les mêmes. Mais quand on est étudiant, les deux sont bien. Les deux sont bien. Beaucoup d'élèves préfèrent les résidences parce que les résidences sont souvent dans le centre-ville, là où ont lieu les cours d'études supérieures. Nous, les programmes de certificate ont lieu dans les écoles de langue du centre-ville. Donc, c'est généralement plus intéressant de réduire en fait le trajet. Si on est en famille d'accueil, il faut faire un petit peu plus de trajet. Alors que les lycéens, généralement, les familles d'accueil vivent proches des lycées et les lycées ne sont pas dans le centre-ville, mais un peu en dehors. Un peu excentré. Alors, pour en revenir au problème de certificat dont vous nous parlez beaucoup depuis tout à l'heure et qui a l'air de beaucoup intriguer les personnes qui sont connectées, est-ce que ce sont, donc finalement ces certificats, est-ce qu'ils sont reconnus en France? Alors, on n'a pas d'équivalent en France. Ce serait comme par exemple une université qui mettrait en place un diplôme qui serait court et très spécialisé. Donc, ça, le but, en fait, de se dire, OK, je vais faire un certificate, c'est de dire, je vais ajouter sur mon CV des compétences dans un secteur professionnel spécifique. Alors, on va avoir, donc, par exemple, un certificate en hôtellerie, hôtel management, par exemple, ou business, on va dire business parce que ça intéresse peut-être encore plus de monde, mais qui n'hésite pas à me contacter off Study Live et on en parlera. Mais il faut bien que je prenne un exemple. Donc, si on prenait l'exemple d'un certificat de business, eh bien, ils vont avoir des cours d'entrepreneurship, de prise de décision. Le fait d'avoir aussi des jeunes de différentes cultures avec eux, ça c'est top. Ils travaillent avec des professionnels. Leurs professeurs sont des professionnels de ce secteur. Donc, ce ne sont pas des cours d'anglais, mais réellement des cours spécialisés. Et ça ne va pas leur donner un bac+1.
ça va apporter une compétence. D'accord. Est-ce que ça répond à la question? Oui, tout à fait. Je pense que Par ça contre, répond c'est à la un question. vrai diplôme canadien et leur statut est bien étudiant d'études supérieures et ça donne donc accès aux fameuses 20 heures par semaine possibles pour un job Sans travailler. exact. D'accord. Et est-ce que ça donne accès, est-ce qu'on peut faire un stage? Est-ce qu'il y a des dispositifs comme ça, stage, alternance, qui permettent en fait d'exercer finalement ce certificate, mais tout en restant quand même un peu un élève? Alors Emmanuel, c'est ça le bénéfice, c'est que quand on a un certificate, on peut faire derrière, alors les Canadiens appellent ça coop, D'accord, c'est-à-dire qu'en fait, le temps qu'on a passé à obtenir le diplôme, on peut le passer en stage rémunéré. Alors, d'accord, ça peut être un stage qui ne serait pas rémunéré dans l'absolu, hein, mais ça peut être un stage rémunéré. La majorité des élèves font des stages rémunérés. Le stage, c'est donc la suite du certificate. Donc, ils bénéficient du réseau professionnel de leur école. On appelle ça un collège hein, quand ce sont des études supérieures. Hein. Ils bénéficient du réseau de leur collège pour les aider à trouver le stage. d'accord. Bah, c'est pas mal quand même. Et oui, Alors c'est l'idée. c'est une belle idée. Alors j'ai une petite question, de la part de Morane, qui Oui. demande si, on peut passer le TOEIC et le TOEFL, pendant un séjour linguistique avec l'ISPA? Alors, Morane, oui, on peut passer un TOEFL et un TOEIC, mais sur le Canada, le test qui est le plus demandé, c'est le IELTS et le Cambridge. D'accord, IELTS et Cambridge, c'est plutôt anglais. Donc, on le retrouve sur le Canada, l'Angleterre, l'Australie. Le TOEFL est plus international, donc on le retrouve par exemple sur les États-Unis. Donc nous, si tu voyages au Canada, on aura la possibilité de te faire passer soit un IELTS, soit un Cambridge. Et si tu viens dans un programme dans un autre pays, je sais que c'est pas le sujet ce soir, mais par exemple sur les USA, on pourra passer un TOEFL ou un TOEIC. et une autre question, pratico-pratique, alors pendant cette année de césure, comment, est-ce que vous aidez les étudiants à, faire des démarches pour avoir une couverture médicale, ce genre de choses? Comment ça se passe pour eux? Parce que finalement, ils sont plus en France, mais Ah, mais ça, c'est tellement important, c'est tellement important. Et le Canada, là-dessus, est très pointu et ils ont bien raison. Il ne faut jamais partir à l'étranger sans être assuré. Notre système de sécurité sociale nous couvre plus ou moins quand on est touriste. Je dis plus ou moins parce que tout n'est pas pris en charge. Mais par contre, là, ce soir, on parle d'une année de césure, c'est-à-dire on parle de séjour de longue durée. Et là, notre système ne nous couvre pas. Il faut donc une assurance médicale internationale. Ça coûte pas très cher, on va dire en moyenne peut-être une soixantaine d'euros par mois, et ça vous couvre pour tout. Alors, par exemple, pour les lycéens, c'est obligatoire, c'est la couverture qui est visée par le gouvernement. La plupart des écoles supérieures, universités, collèges vont fournir aussi une assurance médicale internationale. Il faut la prendre. Et donc, en fait, si on est malade, le système va en fait gérer tout ce qui peut être soigné au Canada. Et si on ne peut pas être soigné au Canada, il y aura un rapatriement en France. Mais c'est obligatoire, ces assurances. Nous, on les fournit aussi pour les élèves. Et la plupart du temps, on n'a pas grand-chose, mais il faut justement être couvert parce que en Amérique, en général, la moindre visite, ça peut facilement être 200 $. Donc voilà, ça, on est content d'être assuré. et oui, mieux vaut, prévenir que guérir, C'est bien ça. sûr. Alors du coup, j'ai une question également de Mathis qui demande s'il est possible de faire un séjour au Canada pour étudier l'informatique. Oui, Est-ce que vous avez Mathis. ça dans les certificates? Alors, dans les certificates, je sais qu'il y a du digital, mais je me demande si c'est pas plutôt de la communication. Il faudra qu'on regarde parmi tous les certificates
qui sont proposées s'il y a bien de l'informatique. Mais effectivement, je sais que les 2 destinations que l'on propose, donc qui sont Vancouver et Toronto, qui sont quand même 2 villes, pour on va dire, pour tout ce qui est intelligence artificielle, informatique, et cetera, assez développé. Donc on regardera, Mathis, il faut que tu me recontactes. Je sais qu'à la fin du live, il y aura mes coordonnées. N'hésite pas à m'appeler, on regardera ce qui est possible. Alors bien sûr, vous aurez la possibilité de retrouver Marie-Laurence Perrichon à la suite de ce live. Alors, il reste 5 minutes pour poser des questions. Donc, j'ai encore une question de Nila. Est-ce que les écoles et les universités que vous présentez sont seulement dans le monde du business? Non, non, non. J'ai juste pris business en exemple parce que la majorité des élèves choisissent business. Pourquoi, en fait, on choisit business? Parce que quand on sort de terminale, c'est difficile. Tout le monde ne sait pas ce qu'on veut faire. Et finalement, quand on se dit, OK, j'ai envie d'une expérience à l'étranger, je vais apprendre l'anglais, je vais prendre aussi d'autres cours et faire un petit peu de management, par exemple, faire un peu d'organisation des équipes. Ça peut servir finalement dans plein de métiers. Mais si tu sais déjà le métier que tu veux faire, oui, il y a des certificats qui sont spécialisés. Et est-ce que, donc dans le cadre de l'année de césure, partir dans l'année de césure, est-ce qu'il y a des aides ou des bourses qui sont disponibles? Ça dépend des régions. D'accord. Il faut se renseigner auprès de la région. Alors généralement, pour ceux qui partent, alors ce que je sais par expérience, hein, c'est que ceux qui partent en post-bac, par exemple, ou avant le bac, je n'en connais pas. La plupart des séjours sont financés soit par fonds propres, donc les parents, mais très souvent le prêt étudiant. Et le prêt étudiant permet en fait de rembourser son séjour plusieurs années après. Donc, c'est le bénéfice du prêt étudiant. Et après, certaines régions, pour les peut-être bac plus 2, plus 3, donnent des aides. Alors, ça n'a pas à couvrir tout le séjour. Hein. Ça va pas couvrir tout le séjour, mais il y a certaines régions qui le font. Donc, je vous invite à contacter le conseil général ou conseil régional et voir si s'il y a une aide à la mobilité. Et suivant votre niveau d'études, il y aura peut-être. D'accord. Finalement, je voulais aussi vous demander, est-ce que l'ISPA propose donc des séjours dans tout le Canada, qui est quand même un grand territoire, ou est-ce que c'est dans certaines provinces, dans certaines régions, où est-ce qu'on peut aller exactement avec l'ISPA au Canada? C'est quand même assez précis. Si on va au lycée et si on n'est pas encore en terminale, on va avoir British Columbia, donc la Colombie-Britannique, l'Ontario, la province de Terre-Neuve et Labrador, le tout nord, la Nouvelle-Écosse, Prince-Édouard Island. Donc, si on va en lycée, il y a plusieurs provinces. Si on part en études supérieures, certificate ou séjour linguistique, on va avoir Vancouver ou Toronto. Mais 2 villes super. Bah, en tout cas, je voulais vous remercier, Marie-Laurence, pour votre gentillesse et aussi pour avoir répondu à toutes nos questions. Merci à tous de nous avoir suivis. C'est maintenant la fin de ce Studi Live. Vous pourrez nous retrouver en replay et je vous souhaite une bonne soirée.